Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de KTO Radio et bienvenue dans ce nouveau numéro des Conversations du week-end. Et avant de parler avec notre invitée qui est Amélie de Bourbon-Parme aujourd'hui, bonjour chère Amélie. On est un petit peu en avance pour les histoires de diffusion, mais bonne année donc à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs et à tous les amoureux de la littérature qui nous écoutent. Bonjour Amélie de Bourbon-Parme. Ravie d'être ici avec vous. Qui vient nous voir donc pour un roman qui s'appelle L'Ascension, qui est donc le deuxième tome ce sera une trilogie. Ce sera une trilogie, il y aura donc un troisième tome. Parce que parfois absolument. Les trilogies deviennent des tétralogies quand la matière est vaste. Donc non, là bon, on a vraiment précisé le rythme de publication qui correspond vraiment à des choses de l'histoire elle-même. On en prendrait bien un quatrième volume par ailleurs, mais écoutez, j'aurai d'autres choses à raconter plus tard. Oui. J'imagine. Alors ça s'appelle Les Trafiquants d'éternité, c'est chez Gallimard. Le premier volume s'appelait L'Ambition. Le deuxième s'appelle L'Ascension. On est dans la période de maturité, voilà. Et donc celle qui est la suite de l'ambition, si tout se passe bien. Alors, on va parler évidemment de ce sujet. C'est donc l'Italie de la Renaissance, la papauté, les luttes pour le pouvoir, les guerres, etc. Une période absolument passionnante, fascinante et tout. Mais avant, on va parler un peu de vous et de votre goût de l'histoire, parce que quand on s'appelle de Bourbon-Parme, on est dans l'histoire, on a de l'histoire, on a une généalogie. Donc Oui, mais en même temps, on baigne dedans, si je puis dire, et en même temps, il faut s'en saisir comme n'importe quel historien pour essayer de comprendre la richesse, en effet, de ce patrimoine historique. Et j'en ai fait, enfin, en tout cas, j'ai une passion pour l'histoire. En effet, il se trouve de ma famille, mais pas seulement. Essayer de comprendre ce qui nous précède, c'est ça qui me motive le plus. Alors, quand on s'appelle Bourbon, on est lié quelque part, évidemment, à la monarchie. Alors, faites-nous un petit arbre généalogique. Oui, voilà, juste pour vous resituer. Et puis, en effet, par rapport au livre, puisque ça a un lien. Il y a de l'Italie qui va arriver quelque part. Évidemment, donc les Bourbon-Parme sont les descendants de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, qui est le premier roi Bourbon d'Espagne après la guerre de succession contre les Habsbourg. Et Philippe V est un homme à femme, en tout cas il s'est marié 2 fois. La première épouse décède alors qu'il est encore un homme en âge d'être marié, donc il demande très vite une deuxième femme et ce sera Élisabeth Farnèse qui amène donc en dot le duché de Parme. Elle est la dernière descendante du fameux Paul III, Alexandre Farnèse, qui est mon héros. Absolument. Et Élisabeth donc va permettre de créer à la fois la dynastie des Bourbon-Parme et puis ses enfants vont être également sur le trône de Sicile et d'Espagne. Et donc elle est à l'origine des ancêtres de Felipe d'Espagne, l'actuel roi d''Espagne. Alors d'un côté, vous descendez donc des Bourbons... Bourbons classiques, on va dire, de la ligne... donc Henri IV. Oui, la ligne Henri IV, exactement. Et de l'autre côté, des Farnèse. Des Farnèse, exactement. Pas mal. Écoutez, oui. C'est chic. C'est chic, mais c'est surtout que quand il y a des personnages aussi incroyables, parce que ça n'allait pas de soi, cette dynastie des ducs de Parme, et c'est tout le sujet de mon livre. Bien sûr. Voilà, et c'est vrai que c'est ça qui... Alors, on croise parfois des individus plus passionnants que d'autres dans cette grande histoire, et puis aussi des individus qui n'ont pas fait l'objet jamais d'une biographie, ni vraiment d'un travail approfondi. En tout cas, en français, j'en ai absolument jamais découvert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé utile, intéressant, et puis ça m'a porté, ça m'a passionné moi aussi, de le raconter et puis de le partager au plus grand nombre. Je pense qu'il y aurait une biographie historique à faire de ce personnage, mais moi j'ai été du côté du roman parce que je pense qu'on a accès à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est purement historien. Du roman très documenté, de toute façon. Du roman mais ça se sent documenté. pas, c'est ça qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, alors l'idée, c'est que ça reste naturel, exactement. Qu'on n'ait pas l'impression d'être édifié par le livre et qu'on découvre des choses spontanément et qu'on les comprenne sans avoir l'impression qu'on les apprenne.
Alors, vous avez commencé par quel autre sujet? Louis XVII, c'était Alors, votre premier livre? Ma première entrée dans l'écriture et l'envie de raconter des choses qui me semblaient importantes, c'est l'histoire de Louis XVII, qui est donc l'enfant du Temple, qui a longtemps été soupçonné d'être pas l'enfant finalement qui était resté dans cette prison, puisqu'on a eu beaucoup d'imposteurs qui ont dit, le fameux Nondorf, qui a dit « moi je suis Louis XVII » à l'époque de la Restauration, donc au moment de la Restauration des Bourbons, donc il était mieux d'être un Bourbon à cette époque qu'il ne l'était en 1793. Et puis on a découvert donc dans les années 2000, et c'était le sujet de mon livre, que ce petit enfant était bien Louis XVII, puisqu'on a fait une expertise sur le cœur de l'enfant du Temple qui avait été volé par le médecin, donc déjà histoire incroyable en soi, et on a demandé à des descendants, donc mon oncle et ma tante, donner leur sang, leurs cheveux pour retrouver la combinaison ADN des Habsbourg, parce que c'est l'ADN par les femmes qui a permis d'élucider le mystère. Et l'ADN qui était dans ce petit cœur, qui était devenu un fossile, dur comme du bois ou de la pierre, était le même ADN. Donc voilà, histoire incroyable. Affaire réglée. Et donc, avec une histoire dramatique, la mort d'un enfant dans cette prison. Et sa sœur, en revanche, a vécu jusqu'en 1851. J'ai vu ça hier à la télé. Incroyable, elle a vécu sur l'étage du dessus, dans la prison du Temple, et jamais ils ne se sont croisés pendant les 2 dernières années de la vie de Louis XVII. Et c'est ce qui a aussi alimenté beaucoup de rumeurs. On s'est dit, mais c'est pas possible. S'ils ne se sont pas vus, c'est qu'il y a eu un montage, que l'enfant n'était plus le même. Et, voilà. Et en fait, non. Tout simplement, les révolutionnaires et les gardiens les avaient séparés dans une cruauté absolue pour éviter qu'il y ait la moindre effusion ou même humanité dans cette histoire. Donc voilà, donc ça m'a passionnée, et j'ai écrit ce livre qui est un livre aussi assez personnel sur aussi l'expertise ADN et puis ce lien généalogique avec toute cette histoire transhistorique, parce que bon, à 2 siècles d'écart, c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir savoir évidemment de qui on descend exactement. Bien sûr. Et est-ce que justement le fait d'en être, si j'ose dire, change un peu la vision, ou vous essayez de vous abstraire de votre propre famille, histoire familiale, quand vous écrivez sur des personnages? Je dirais que peut-être ce que ça me donne, c'est je dirais pas une familiarité au lieu du côté familial, mais oui, une impression que ces personnages, je les connais de l'intérieur. C'est-à-dire que je peux me permettre de le raconter tels qu'ils sont dans leur vie, entre guillemets, intime, privée. C'est un peu bizarre comme terme quand on parle de ces personnalités, mais oui, et de les aborder vraiment comme des êtres humains, comme n'importe quelle personne, avec leurs sentiments, leur vie intérieure, évidemment leurs défauts, ça va sans dire, mais qu'est-ce qui les traverse? Et donc, je pourrais dire que je n'ai pas cette impression d'être intimidée par, après tout, mon héros est devenu pape. Alors, c'est un peu immense comme personnalité. Ça m'a, moi aussi, un peu impressionnée. Et le fait d'en être une descendante, je me dis, après tout, sans lui, j'existerais pas. Donc, voilà, je ne vais pas prendre plus de manières que ça pour raconter qui il était. Donc, c'est peut-être cette proximité-là que j'ai envie de restituer à travers le roman. C'est intéressant parce qu'on sait évidemment que les histoires familiales nourrissent 80% de la littérature. Oui, de l'autofiction, ça ne m'a pas échappé. De l'autofiction ou de la fiction. Et de la fiction, oui, mais bien sûr. C'est vrai qu'on passe notre temps à écrire sur nos familles, mais vous, la vôtre est un peu particulière. Oui, puis c'est des personnes que je n'ai pas connues, mais avec lesquelles je me sens une proximité et dont l'histoire m'émeut. Alors évidemment, j'ai pas mal de choix dans cette espèce de coffre-fort d'ancêtres, et donc j'ai la possibilité de choisir celui dont je me sens le plus proche et le plus familière, et pour lequel j'ai aussi l'impression que ça va être utile de savoir qui il était. Et c'est pour ça que voilà, j'ai cette démarche-là d'écrivain, finalement, de roman assez classique, mais vis-à-vis de personnages un peu immenses et peut-être un peu intimidants, c'est vrai, pour la plupart des gens. Si on était en monarchie, je devrais vous appeler Votre Altesse Royale? Alors, les Bourbons-Parme sont des Altesses royales, voilà. Effectivement. Donc, on est très honorés. Merci. Le secret de l'empereur, c'était quoi? Alors, le secret de l'empereur, oui. Une trahison, il y a toute une histoire. Non, mais c'est l'histoire de l'abdication de Charles Quint. Et en fait, c'est aussi l'histoire d'un livre qui m'a aidée
à terminer le livre sur Alexandre Farnèse. Puisqu'en fait, les deux sont liés et les deux personnalités incroyables se sont rencontrées, se sont, je pense, admirées et fascinées mutuellement. Et donc, j'étais en train d'écrire l'histoire d'Alexandre Farnèse et je n'arrivais pas à aller au bout. Pour être franche, c'était un peu grand pour moi. J'étais assez jeune après le sacre de Louis XVII et donc j'avais 25 ans et je me suis dit non, il faut que je laisse... Le sacre de Louis XVII, c'est 2001, 2001 pour nos auditeurs. Exactement, j'avais 24 ans à l'époque et puis après j'ai signé un nouveau contrat à Gallimard. Vous avez mis 14 ans avant de passer au deuxième livre. Voilà, exactement. Ça a été un moment un peu difficile du point de vue de mon inspiration et de mon envie d'écrire. Puis surtout, je m'étais attelée, encore une fois, à l'histoire d'Alexandre Farnèse, qui est quand même un monument, c'est-à-dire qu'il a vécu de plus de 80 ans, il a eu femmes, enfants, petits-enfants, une dynastie, et puis il est devenu pape. Enfin, tout ça a été d'une richesse inouïe. Donc, je m'attelle à ça. Et puis, au bout d'un moment, je me dis non, un seul livre pour cet homme-là, je n'y arriverai pas, il faudrait que j'en écrive 10. Et puis, je ne me voyais pas non plus en écrire 10 volumes. Et donc, j'ai bifurqué sur Charles Quint, parce qu'en écrivant, en cherchant sur Paul III, j'ai en effet découvert que Charles Quint avait abdiqué. Et ce geste-là m'a fascinée. Surtout qu'il abdique au fait de sa puissance. Oui, il alors n'est pas diminué. Il est en train quand même un petit peu de marquer le pas, puisqu'il y a la fameuse réforme protestante qui brise l'unité chrétienne du continent. Et pour lui, c'est un échec personnel, puisqu'il a à cœur aussi de défendre la foi chrétienne et il est extrêmement religieux et spirituel. Donc c'est un échec. Et puis il y a aussi l'échec sa difficulté, son incapacité à récupérer la Bourgogne face à François Ier qui va lui tenir tête pendant tout son règne. Puis il y a évidemment la menace du ottomane. Donc, et puis, il y a une circonstance privée qui est assez décisive, qui est sa fatigue physique. Il est goutteux et puis il n'en peut plus. En fait, il a passé sa vie à sillonner l'Europe. Et puis, c'est quelqu'un de très cyclotimique, qui avait cette espèce de mélancolie Habsbourg. Et je pense que la tentation de partir, de quitter le monde, l'a pris à plusieurs reprises. Et puis là, cette fois, il a 55 ans et il dit ça suffit. Donc, ce geste-là est aussi un geste éminemment moderne, j'ai trouvé. Et spirituel, puisqu'il se retire dans un monastère. Il se retire dans un monastère. Il va au plus près d'une sorte de dépouillement et d'austérité monacale. Il a une petite maison à côté de laquelle il vit. Au début, on lui propose des palais, des grands châteaux autour, et puis il n'y en est pas question. Il veut vivre vraiment la vie des moines, et donc il vit accolé à la chapelle, et il ouvrait même la porte depuis son lit pour suivre le rite tous les jours. Et c'est même là qu'il a assisté à son propre enterrement fictif et cette comédie qu'il a organisée pour être lui-même quand même toujours à la manœuvre, puisqu'il reste empereur jusqu'au bout. C'est ça qui est passionnant dans cette abdication. Et donc, ce moment de la vie de cet homme m'a, c'est vrai, réconcilié avec un livre sur Alexandre Farnèse, qui soit peut-être un livre un petit peu moins long, et en tout cas qui me familiarise avec un homme d'un certain âge. Et c'est vrai que c'est pas évident de se mettre dans la peau d'un homme de 55 ans quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément encore eu beaucoup de relations avec cette période-là de la vie, quoi. Alors justement, comment est née cette idée d'Alexandre Farnèse de consacrer donc au moins un roman à l'origine, et puis c'est devenu une entreprise C'est devenu une vaste entreprise, une vaste fresque. Et c'est vrai que là, je reviens sur Charles Quint. Cet homme quitte le pouvoir. Ça m'a émue, ça m'a touchée. Et j'étais aussi en train d'écrire l'histoire d'un homme qui allait le conquérir, le pouvoir. Et donc, l'un m'a aidé à entreprendre le deuxième. Et donc, en fait, depuis longtemps, c'est vrai, dans ma famille, je savais qu'on descendait d'un pape. Ce qui est chic. Ce qui est chic, oui, mais finalement, est-ce qu'on en descendait vraiment dans ligne directe, ou est-ce que c'était un oncle et finalement, c'était un petit peu plus, pas anodin, mais quand même un peu plus classique. Et en me documentant, je me suis aperçue que c'était vraiment le père de famille, le fondateur de la dynastie, et donc l'arrière-arrière-grand-père. Et donc, ça m'a attirée, puisque je me suis dit comment on pouvait être à la fois un grand pape, puisqu'il a été quand même le pape de la
contre-réforme, le pape qui a approuvé l'ordre des jésuites, qui a réellement convoqué donc le Concile de Trente et qui est celui qui va sauver l'Église de sa, pas forcément de sa disparition, mais enfin quand même de une crise très profonde en tout cas. De sa crise, voilà, la plus profonde de son histoire. Et donc, il était aussi en même temps un homme charnel dans tous les sens du terme, avec une femme qu'il a aimé toute sa vie. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une des découvertes que j'ai faites en faisant beaucoup de recherches, c'est qu'il n'y avait pas d'autres femmes dans sa vie. Oui, c'était pas un homme à femme, c'était pas un homme volage, c'était pas un homme décadent, et pourtant, il a été proche, au plus près de tous les hommes qui ont fait la réputation sulfureuse de cette époque. Ça a été Laurent de Médicis, Alexandre VI, donc Rodrigue Borgia, et puis les Médicis après encore. Et c'est vrai que cette capacité à évoluer dans tous ces mondes et dans toutes ces strates de sa personnalité m'a fascinée et m'a donné envie d'écrire un roman. Alors, est-ce que vous saviez quand vous vous êtes lancé, je suppose que vous avez commencé par amasser de la documentation, fouiller dans vos archives familiales? Oui, alors j'ai fait beaucoup de séjours en Italie sur les lieux de sa vie, le château Saint-Ange, le palais Farnèse dont il est le fondateur, et puis tous les lieux dans lesquels il est né, il a vécu, ont vécu sa famille. Et c'est vrai qu'autour de Rome, parce qu'ils ont beaucoup bougé. Oui, il y a énormément. Et puis, c'était beaucoup la campagne romaine et les alentours, vers Viterbe, le lac Bolsena, et toute cette campagne romaine qui est assez méconnue m'a permis de bien cerner d'où venait ce personnage, donc issu d'une aristocratie provinciale assez simple finalement, assez rudimentaire, et même si elle était prestigieuse puisqu'il y avait une lignée de condottières derrière lui. Donc archives, enquêtes sur les lieux, sur le motif, comme disaient les impressionnistes. Et puis beaucoup de passages en bibliothèque, beaucoup de temps passé à compiler toutes les sources, l'histoire de l'Église aussi m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a quand même des choses de lui en tant que pape et un petit peu sur ses commencements, mais j'ai surtout décodé beaucoup de choses, parce qu'il n'y a vraiment pas un livre consacré qui lui est consacré. C'est bizarre, hein, et ça on y reviendra tout à l'heure. Amélie, on va marquer une première pause, si vous le permettez, puisque vous avez choisi, comme c'est la tradition dans cette émission, des morceaux de musique. Alors on va écouter d'abord la chanson la plus fameuse de Idir, qui s'appelle Ava Inuva. Et ensuite, vous nous expliquerez ce choix, qui est un choix personnel. Tout à fait. À tout de suite. وكل الوحش
شمنسي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدران حجبان فليس سود ثبورا ثقيك شمنسي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدران حجبان مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تسلان مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تسلان يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا لا ثماشاهو تسلان صدق اللي انت بوردا بين شنشنتي زبقاتني ما يلي غريبة وكذا الوحش الغابة بين وقد غول ذنكيني ما يلي غريبة Bonjour à tous pour ces conversations du week-end, ces conversations littéraires. Nous sommes en compagnie d'Amélie de Bourbon-Parme pour le deuxième volume de sa trilogie consacrée à Alessandro Farnese, pape Paul III. Ça s'appelle L'Ascension, c'est chez Gallimard. Et avant de revenir ou de repartir à la Renaissance, chère Amélie, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce choix musical ? Parce que, sauf erreur de notre part, c'est pas de la musique médiévale italienne. Non, mais alors c'est vrai que j'avais envie d'expliquer que le contexte dans lequel j'ai écrit ce premier tome et ce deuxième, donc, dont on parle aujourd'hui, c'est la Tunisie, où je suis allée vivre pendant 2 ans. Et en fait, ça m'a permis de mettre un petit peu de distance avec mes activités professionnelles qui me prennent beaucoup de temps habituellement, et du coup de me concentrer, parce qu'on n'écrit pas un livre avec une telle engagement de recherche historique sans être à 100% dans ce qu'on fait. C'est pas possible d'alterner avec d'autres activités. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Et donc, la Tunisie m'a beaucoup aidée. En tout cas, la vie que j'avais là-bas. Et c'est vrai que j'écoutais souvent la radio quand j'allais chercher mes enfants à l'école ou quand toute la famille s'est trimballée, s'est oui, transportée en Tunisie. J'allais pas aller seule sans mes enfants en Tunisie. Donc, ils sont allés à l'école là-bas, au lycée français, mais ils ont appris un peu des rudiments de tunisien, d'arabe. Mais ça leur restera comme un souvenir inoubliable, puisqu'ils ont beaucoup aimé, évidemment, et moi aussi. Et donc Idir, Avava, Inouva. Exactement. Et donc, j'entendais souvent cette musique à la radio, et je trouvais qu'elle était envoûtante, et après je l'ai acheté, puis je l'écoutais moi toute seule chez moi, et ça me berçait complètement. C'était vraiment la douceur de cette Afrique du Nord, puisque bon, c'est chanteur kabyle, et donc on est vraiment dans tout ce qui est de plus doux dans ces pays-là, et surtout la Tunisie méditerranéenne, et j'y trouve une spiritualité douce, enfin atténuée. C'est pas de la religion, et quelque chose de très rassurant, et donc voilà, ça m'a porté, et donc c'est une forme de rendre grâce à cette période et à cette culture. Et à ce brave instituteur qui est devenu chanteur par hasard. Exactement, mais un truc incroyable, parce que évidemment j'ai cherché un peu quelle était sa vie, et c'est vrai que ça a été son tube, et qu'il n'en a pas fait d'autres de ce niveau-là internationalement connu dans le monde entier, et donc évidemment on a toujours envie de refaire un tube, mais là ça n'a pas été le cas. Mais bon, quand on a fait une chanson qui a aussi bien marché, on peut mourir tranquille, c'est pas grave. Et
Et ce qui est amusant, oui, c'est que c'est le hasard. Apparemment, il a remplacé la chanteuse officielle de ce titre à la radio ou sur une scène de concert. Et c'est vrai que ça a particulièrement bien pris. Il y a quelque chose... Oui, parce que tout le monde connaît plus ou moins la chanson, même si on ne sait pas forcément le nom du chanteur. Qui était le chanteur. Et donc, c'est lui, enfin, c'est sa version à lui que j'aime particulièrement, en tout cas. Absolument. Alors, on est avec vous, là, dans votre phase d'écriture. On est en Tunisie. On est en Tunisie, on écoute Idir. Mais il n'y avait pas qu'évidemment ce chanteur-là. Il y avait le son du muezzin qui revient plusieurs fois par jour. J'étais pas loin d'une mosquée. On est quand même souvent près d'une mosquée quand on habite en Tunisie. Et c'est vrai que bon, ça peut-être de décentrer un peu mon regard vers un monde musulman, bien que méditerranéen et donc avec des racines communes très fortes. J'étais dans le quartier de Carthage et il y avait évidemment toutes ces ruines incroyables dans cet arrondissement-là. Et puis, sur tout le reste de la Tunisie, il y a énormément de sites magnifiques à visiter et qui sont quand même reliés à notre histoire, à l'Empire romain. Et à l'Espagne de Charles Quint. Et à l'Espagne de Charles Quint, puisqu'il a débarqué. Je baignais vraiment complètement dans l'histoire. Alors, revenons à Alexandre Farnèse. Vous avez votre sujet, vous avez votre doc avec vous en tête, et j'ai ma décision de l'écrire en 3 parties. Ah, c'est parti comme ça, vous l'avez dès le début. Alors, oui, parce que c'est ce qu'on m'a demandé aussi de temps en temps. On me dit, mais alors, vous savez exactement où vous allez vous arrêter. Alors, évidemment, je sais où je m'arrête. Depuis le début, quand je l'en ai parlé à mon éditeur, c'était pas non plus une évidence. J'avais signé pour un livre et je lui dis, non, je vais en faire 3. Il devait être enchanté. Oui, mais je lui dis sur la même personne. Et donc, c'est vrai que c'est assez inhabituel de consacrer autant de temps. Et je lui dis, oui, il mérite ça, largement, puisque sa vie est un roman. Donc, la première partie, sa jeunesse. Alors, quelle tranche vous avez la première décidé dès le début La première tranche, c'était dès le début, c'était la fin du règne Borgia. On est en quelle année ? En 1503. Allez, faites un peu de pédagogie parce qu'on baigne moins que vous dans la Renaissance italienne. Donc, le début, c'est son emprisonnement à la prison du château Saint-Ange. Donc, il a aux alentours de 18 ans. On est en 1486, sous le règne d'Innocent VIII. Et donc, on n'est pas encore dans le feu d'une renaissance ou d'une papauté encore très décadente, même si Innocent VIII a déjà des enfants naturels qui vont et viennent à sa cour, que l'enseignement de l'Antiquité commence à se banaliser et que tout ça est en train de fabriquer une période extrêmement riche intellectuellement et artistiquement. Ensuite, Alessandro, sur la fin de ce tome, c'est 1503, il est cardinal, grâce au pape Alexandre VI, donc Borgia, et il va perdre, à la mort de son mentor, son protecteur, ou en tout cas celui qui lui a mis le pied à l'étrier, alors qu'il n'avait absolument aucune vocation, pas d'argent, et une notoriété familiale assez limitée. On va parler de ses Farnèse un peu. Et à le deuxième tome, sur l'ascension dont on parle aujourd'hui. Il est déjà cardinal. Il est cardinal, mais là, tout l'enjeu, c'est de se faire une réelle place au sein du Sacré Collège, et pour être élu pape, puisque c'est quand même son objectif. Et ça n'est pas dévoiler la fin de votre livre que de dire que ça se termine quand il vient d'être élu pape. Son élection en 1534. 1534. Mais si, c'est important parce que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet peuvent le retrouver partout. C'est pas un secret de Polichinelle qu'il devient pape. Et c'est tout l'intérêt de ce livre. Pape sous le nom de Paul III. Paul III, de raconter, de disséquer toutes les étapes de cette ascension pour comprendre à quel point elle ne va pas de soi. Ce n'est pas une évidence. Il aurait pu tout à fait passer à côté du pontificat. Et en même temps, à quel point... Il s'y est repris à plusieurs reprises, d'ailleurs. Il s'y est repris. Il y a eu plusieurs échecs, en effet. Et c'est ça où c'est intéressant de voir comment il est passé à côté de la tiare à plusieurs reprises, comme vous dites. Et en même temps, il y avait quelque chose d'irrésistible qui l'emmenait vers ce destin-là. Et donc, c'est essayer de comprendre comment c'est à la fois obligatoire de certains points de vue de sa personnalité qu'il aille jusqu'au bout, et en même temps que c'était un chemin semé d'embûches et de difficultés. Oui. Alors, qui sont ces Farnèse ? C'est des petits nobles romains, mais c'est pas des très grandes familles. Non, c'est pas les Della Rovere et c'est pas tout ça. Non, mais ce sont quand même des aristocrates provinciales qui se sont un peu trop éloignés de Rome et qui, du coup, il y a un enjeu de se rapprocher du centre de pouvoir décisionnel. C'est Bolsena, Capodimonte. C'est, à une centaine de kilomètres de Rome, ce fameux lac Bolsena qui est un des grands lacs
volcaniques, puisque c'est une région qui a connu beaucoup de volcans dans l'Antiquité, mais qui sont des volcans éteints. Et donc, quand vous allez sur le lac Bolsena, vous voyez le sable est noir. Vous êtes allé, évidemment. Oui, évidemment. Et il y a une île qui est l'île Bisantina, sur laquelle sont enterrés la plupart des Farnèses d'avant Alessandro. Donc, c'est le tombeau, le mausolée des Farnèses est là-bas. Et c'est une île merveilleuse, donc je vous conseille vivement, évidemment, d'aller vous y promener, même si c'est une île privée. Et en face, il y a le château de Capodimonte, qui est ce château dans lequel il a vécu toute son enfance, toute sa jeunesse, qui est accroché à un rocher, un promontoire, et qu'on voit de très loin. C'est une ruine ou il est en bon état? Non, pas du tout. C'est pas du tout une ruine. Il a été restauré et aujourd'hui, il se visite. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais essayé de rentrer dans la cour et de voir un peu comment étaient les pièces, comment étaient les lieux pour comprendre un peu cette ambiance. Vous avez dit qui vous étiez? Oui, j'avais dit, mais... Je suis de la famille, coucou. Oui, mais alors, ça marche pas très bien. Je vous dis franchement, en Italie, le lac Bolsena, alors oui, j'ai été visiter aussi un autre palais, le Palazzo, aujourd'hui, qui est une famille del Drago, et qui était le palais de Tiberio Crispo, qui était le fils de Silvia, qui va être la femme d'Alessandro. Donc, il y a toute une espèce de petit confetti de châteaux, de forteresses dans cette région-là, et puis évidemment à Viterbe, ils avaient aussi un château, puis qui est devenu aussi ce palais des papes très important. Et si vous le visitez, vous verrez toute la pierre là-bas est noire parce qu'elle est justement une pierre volcanique. Donc c'est très particulier comme région, c'est assez austère, mais c'est une région assez peu connue et magnifique à découvrir. Et donc Alessandro vient de là. Mais donc il est assez loin de Rome, ils n'ont pas de palais à Rome. Il est descendant quand même d'un pape, Boniface VIII, par sa mère, Giovanella Caetani. Et donc il a cette ascendance quand même illustre. Et du côté de son père, Pierluigi Farnèse, il a des condottières qui se sont illustrés, notamment son grand-père, Ranuccio, qui a été un condottiere important. Oui, donc il a déjà le sabre et le goupillon. Oui, il a les deux. Mais bon, il faut raviver tout ça et puis surtout revenir vers Rome, qui devient à nouveau le grand centre de décision, puisqu'il y a eu le schisme pontifical qui a eu lieu pendant tout le XIVe siècle. Et donc, les papes viennent de revenir et ils sont en train de restaurer leur pouvoir, leur puissance et de recréer une curie suffisamment influente pour qu'il faille y faire carrière quand on veut faire monter sa famille vers les sommets ou vers le pouvoir. Alors, il a une particularité par rapport à ses petits camarades condottières et dans les autres familles, c'est que c'est un intellectuel. Alors, c'est ça que décèle sa mère. Il est le cadet, donc il a un frère aîné, Angelo, qui est promis à une carrière d'armes, donc de continuer la tradition familiale. Il a une sœur qui est l'atout maître de cette famille, qui est Giulia, qui est la femme la plus belle de l'époque. Et alors ça, je ne brode pas, c'est une vérité. C'était dit partout par les grands auteurs de l'époque. Elle était la plus belle femme de toute la cour pontificale. Et puis, il a une grande sœur qui, elle, a épousé un Florentin. Et qui va être aussi très utile puisqu'elle va lui permettre aussi d'avoir accès à Laurent de Médicis dans sa formation, sa jeunesse. Et donc Alessandro, lui, est cadet, donc il est promis à l'église. Il n'a pas du tout envie de faire carrière, il n'a pas de vocation. Et malgré tout, il va être obligé par sa mère d'y aller. Et puis il va être brièvement emprisonné au château Saint-Ange, il va s'évader et puis il va découvrir la cour de Laurent le Magnifique. Et ça va être pour lui vraiment une révélation ça va l'accompagner toute sa vie, cette culture humaniste. Alors c'est un homme d'action, c'est un intellectuel, exactement. Humaniste, proche des humanistes. Dans votre livre, là, dans le tome 2, on le voit rencontrer Erasme. Erasme, exactement, qui a été un personnage très important pendant cette partie du XVIe siècle, puisqu'il a essayé cette synthèse qu'Alessandro va reprendre un peu à son compte quand il va être cardinal, qu'il va défendre, qui est une position au fond équilibrée, qui est à la fois un retour vers une spiritualité plus authentique, plus personnelle, cette dévotion moderna qui va quand même s'imposer avec la contre-réforme, et en même temps une fidélité à la culture antique et à ce message humaniste qui est véhiculé par tous ces auteurs, c'est Marcille Ficin, Pic de la Mirandole et évidemment Machiavel, qui est un des plus grands, mais pour ce qui est de la pensée politique, en tout cas à l'époque. Donc c'est un peu un personnage complet. À la fois, il est courageux, il a combattu, il a pris les armes pour se défendre. Au moment de son emprisonnement, exactement. Voilà, c'est un intellectuel cultivé, notamment helléniste, et donc il est promis au clergé. Il tient tous les leviers du pouvoir. Il est l'homme, le cardinal, comme le décrit Paolo Cortès dans son livre du cardinal, qui a
toutes les ficelles entre ses mains, si je puis dire, et qui va justement s'imposer comme le cardinal le plus puissant pendant ce deuxième tome, avec une cour d'une plus de 300 personnes de familiers qu'il entretient, des musiciens, des peintres et des écrivains. Ça va rester quelque chose de très important. Et puis, il va constituer une bibliothèque, puisqu'à l'époque, c'était comme avoir une collection d'art contemporain aujourd'hui pour les capitaines d'industrie. À l'époque, c'était avoir une bibliothèque. Donc, il n'a de cesse de faire copier des manuscrits, de les emprunter à la Vatican et d'entretenir des copistes aussi à sa cour et des lettrés. Il y a cet épisode qui m'a frappé dans l'Ascension, c'est après le sac le pillage de Rome de 1527, sa grande angoisse, c'est que dans son palais, sa bibliothèque n'ait été pillée. Heureusement, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Et alors, pour justement un certain nombre de raisons que j'explique dans le livre, c'est que son fils, puisque là, ce tome-là, c'est aussi l'histoire de ses enfants. C'est une brute, ce Pierluigi. Pierluigi était comparé à César Borgia, en effet, dans la plupart des livres que j'ai lus. Et c'était un homme extrêmement violent, très talentueux condottière, mais qui était vraiment la face sombre d'Alessandro. Alessandro a été un homme doux, pacifiste, qui n'a donc pas pris les armes et qui est devenu cardinal, mais qui a toute sa vie poursuivi ses objectifs avec une prudence et une habileté qui lui a permis toujours d'éviter de faire couler du sang ou en tout cas de recourir à la violence. En revanche, son fils Pierluigi est un homme pressé, il veut le pouvoir, il veut que son père l'obtienne, il veut que son père devienne pape et donc il va être un peu commettre un certain nombre de crimes et notamment pendant le sac de Rome, il va s'allier aux empereurs, à l'Empire et donc à ceux qui sont les pilleurs et ça va choquer énormément l'Église et le pape de l'époque qui est Clément VII. Il excommunie d'ailleurs. Qu'il excommunie. Et Alessandro va tenter de récupérer le coup, si je puis dire, et de faire à nouveau amende honorable avec son fils. Et donc, je le décris dans le livre, parce que c'est vrai que c'est aussi une relation entre un père et son fils tout à fait passionnante, puisqu'il y a évidemment de l'amour, mais il y a de l'instrumentalisation des deux côtés. Il était comment ? Il était bel homme ou pas il particulièrement, était très bel homme. Alessandro ? Alors, Alessandro était plutôt bel homme. Son fils a été peint par Titien. Enfin, voilà, ils ont fait appel aux plus grands peintres de l'époque. Tant qu'à faire. Et donc, on en a vu un aperçu. C'était pendant l'exposition qui a eu lieu au Louvre il y a un an et qui dévoilait tous les fameux tableaux du musée de Capodimonte à Naples. Et donc, on voit tous les chefs-d'œuvre et l'intelligence de Titien qui a dépeint justement Alessandro devenu pape Paul III avec ses petits-enfants, qui sont les enfants de Pierluigi, tous extrêmement vénaux, ou en tout cas à la recherche du pouvoir, tandis qu'Alessandro a toujours eu l'art de maintenir une certaine distance aristocratique malgré son ambition et son désir d'arriver au sommet. Et donc, la relation entre lui et ses enfants et ses petits-enfants est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement moderne et qui n'était pas du tout connu. Et que j'ai essayé de mettre particulièrement en avant dans ce deuxième tome. On lui doit, nous en particulier, une reconnaissance, parce que c'est lui qui a fait bâtir le palais Farnèse, où se trouve maintenant l'ambassade de France à Rome. Mais c'était d'ailleurs un des grands enjeux de son ascension. Campo dei Fiori. C'était de s'inscrire architecturalement dans la ville de Rome. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ils n'avaient pas palais sur rue, si j'ose dire. Ils n'avaient pas palais sur rue, exactement, et ça a été son obsession pendant toute sa carrière de cardinal. Il va acheter d'abord un palais qui est vraiment rien à voir avec l'actuel palais Farnèse et qui ne va avoir de cesse de l'agrandir, d'acheter d'autres immeubles aux alentours et de demander au conseil municipal d'abattre d'autres immeubles pour créer cette fameuse place devant qui est comme un théâtre pour ce palais et qui le met extrêmement bien en avant. Parce que c'est vrai qu'à Rome, on est dans des petites ruelles et puis tout d'un coup, on a des monuments sublimes mais absolument aucun recul pour les voir. Donc ils n'ont pas cette majesté qu'est le palais Farnèse qui est liée aussi à ça. Mais tout ça, c'est le projet d'Alessandro. C'est son idée d'en faire le lieu emblématique de son pouvoir. Et d'ailleurs, il va le partager en deux parties au début, puisqu'il aura deux fils qu'il adore, et notamment Paul et Ranuccio, qui vont malheureusement décéder. Et par un hasard un peu maléfique, c'est uniquement celui avec lequel il s'entend le moins, Pierluigi, qui va lui survivre. Mais qui lui donnera des petits-enfants. Enfin, lui survivre, non, puisqu'il va lui arriver des choses terribles dans le troisième tome. Je ne vais pas tout dévoiler ici. On ne spoile pas. Non. Alors, en attendant de
poursuivre les aventures de cet Alessandro Farnese, vous avez choisi un deuxième morceau de musique. Alors, c'est un morceau de Francesco Canova, dit Francesco da Milano, qui faisait partie de la chapelle de Paul III, donc musicien de Alessandro Farnese devenu pape. Ça s'appelle Fantasia. On va en écouter un extrait et vous nous expliquerez après qui était ce type et qu'est-ce que c'était que cette musique et dans quelles circonstances on la jouait à la cour du pape Paul III. Retour avec vous, Amélie de Bourbon-Parme, pour l'Ascension, deuxième volume des Trafiquants d'éternité, donc la version romanesque, la trilogie romanesque consacrée à ce fameux Alessandro Farnese, et c'est chez Gallimard. Et on vient d'écouter donc un morceau de musique de l'époque de ce Francesco Canova dit
à Milano. Qui c'était? Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, c'était un musicien, un luthiste et compositeur très renommé à l'époque, qui était à la cour de Hippolyte de Médicis, et qui a été Hippolyte de Médicis, un des contemporains d'Alessandro. Et donc, il n'a eu de cesse de récupérer ce excellent musicien très connu à l'époque à sa propre cour, et notamment quand il est devenu pape Paul III. Et ce musicien, on l'appelait il Divino, l'a même accompagné à Nice quand il a fait son déplacement pour essayer de réconcilier Charles Quint et François Ier, et donc il faisait partie de sa suite. Donc c'était parmi les proches de son entourage, alors de sa chapelle. On ne comme s'étonnera on pas dit. que ces papes, à côté de la dimension spirituelle qu'on connaît, vivaient comme des grands Comme des seigneurs. monarques. Donc ils faisaient la guerre, ils avaient faisaient de la leur diplomatie, cour. ils avaient leur cour, ils avaient éventuellement une femme ou des femmes et des enfants, tout à fait officiels et Tout en à général nommés cardinaux assez vite. Ils écoutaient de la musique profane, etc. Oui, parce qu'il faut se remettre quand même dans la perspective de l'époque. L'Église était quand même une puissance politique, bon, ce qu'elle est quand même un peu moins aujourd'hui. Et donc, les membres de cette vaste institution avaient quand même en tête de réussir à imposer leur famille et surtout à transmettre leur héritage. Et donc, il était évidemment nécessaire pour eux d'avoir des enfants, la plupart du temps. Ils n'avaient pas forcément des neveux à disposition. Et de pouvoir donc transmettre leur patrimoine directement, et afin que ce patrimoine ne finisse pas par retourner dans le giron de l'Église, tout simplement. Donc, bon, ça permet aussi de comprendre un peu les choses. Et puis, il y en a eu des moins dépravés que d'autres, si je puis dire, puisque, en l'occurrence, et c'est le cas d'Alessandro. Donc, comme je disais, il n'a aimé qu'une seule femme dans sa vie. Et il a eu une vie, au fond, d'homme, de père de famille assez exemplaire. Il s'est occupé de ses enfants jusqu'à ce qu'évidemment il quitte son palais, puisqu'il a été ordonné prêtre en 1519, peu après justement la publication des thèses de Luther, et la réforme commençait à prendre une ampleur vraiment pressante, et qui lui imposait de prendre les ordres majeurs, et donc d'une certaine façon, organiser sa vie de façon un tout petit peu plus discrète. Oui, et un petit peu plus dogmatique, ou en tout cas discrète. Et c'est vrai que c'est le moment un peu de bascule où il va s'imposer réellement au sein du Sacré Collège. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que Léon X, qui est donc son grand ami Jean de Médicis à l'origine, qui devient pape, va énormément l'aider sur le plan matériel. Il va lui confier un nombre de titres et de charges importantes. Il va du coup va prendre une place de plus en plus significative, puisque le Sacré Collège, pour le dire, il y avait une trentaine de cardinaux qui étaient autour du pape et qui étaient une sorte de gouvernement. Donc c'est pas des ministres, mais ça ressemble un peu c'est un peu l'idée. Et donc au milieu de ce gouvernement, il y en a toujours un ou deux qui s'imposent, et puis il n'est pas forcément celui qui est élu. Léon X avait très envie qu'il soit élu après lui, puisqu'il avait en tête que ce soit son cousin, qui est devenu Clément VII, Jules de Médicis, qui soit élu. Mais on ne peut pas, c'est très rare dans l'histoire de l'Église de voir de la même famille à la suite. Successifs. Donc il fallait au milieu un pape qui s'impose, un intérim, si je puis dire. Donc Léon X, il a plutôt fait en sorte que ça soit son ami Alessandro qui prenne la suite, mais aucun pape n'a jamais décidé de qui serait son successeur. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église, et tous les pronostics démentent ces stratégies. Et Alessandro croit qu'il va quand même réussir, et il échoue face à Adrien VI, qui est un austère hollandais. Tout le monde se mord les doigts après l'avoir élu en se disant « mais qui est ce barbare ?» Et puis heureusement pour le Sacré Collège, il meurt assez vite. C'était le précepteur de Charles Quint qui s'était dit « divine surprise, enfin un homme qui va comprendre mes intérêts, qui va me soutenir ». Et puis donc justement, il meurt assez vite, et puis c'est le vrai conclave dans lequel Alessandro s'est donné tout entier. Mais face à lui, Jules de Médicis se dit c'est pas possible de le laisser s'échapper. Alessandro est encore jeune. Si c'est lui qui gagne, je ne serai pas beaucoup plus tard. Et puis Florence, qui est leur pays, leur fief, va à nouveau être menacée. Il faut conforter leur puissance politique en devenant pape.
Et là, il y a une vraie campagne électorale qui se lance avec vraiment des outils tels qu'on les connaît aujourd'hui, la propagande, des campagnes, des fake news. Exactement, des fake news qui sont partout dans les libelles qui sont disséminés. Et l'un des grands soutiens de Jules de Médicis, donc qui va devenir Clément VII, puisque c'est finalement lui qui est élu juste avant Alessandro, c'est l'Arétin, Pietro l'Aretino, qui est un écrivain satirique qui va passer son temps à répandre des libelles et en tout cas à faire remonter, c'est comme remonter dans les recherches Google, c'est quand on essaye d'effacer son histoire, et bien lui, il va mettre en avant le passé un peu trouble, ou en tout cas sulfureux d'Alessandro, puisque sa sœur, dans le premier tome, comme je l'ai raconté, était la maîtresse du pape, et c'est grâce à ça, grâce à elle vraiment, qu'il est devenu cardinal. Ça a un peu aidé. Alors, ce qui est passionnant dans ce tome particulièrement, c'est toute la géopolitique de l'époque, puisqu'en fait, il y a 3 grandes puissances antagonistes. Bon, le pape, qui possède une partie de l'Italie, a des États selon et qui empêche les l'unité de l'Italie, c'est ce que va dire Machiavel, évidemment. Et en même temps, qui essaie de récupérer des morceaux qui lui ont été pris, etc., ou de conquérir. Le Saint-Empire romain germanique, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'annexer complètement l'Italie, d'étendre le royaume de Naples et des 2 Siciles, etc. Et la France, qui rêve surtout sous François du patrimoine Ier, qui rêve italien. et qui va donc passer son temps à lancer des campagnes, exactement. etc., Donc plus ou moins l'Italie réussies. est l'objet d'une fascination incroyable. C'est d'ailleurs étonnant de voir que la France renonce aux croisades, mais ravive en fait ce désir de reconquête de ces joyaux et de cette merveille italienne qui remplace un peu dans l'esprit et la mystique de l'époque, au fond, le désir de croisade. Et donc, bon, on ne peut plus aller sur les lieux saints, on va aller en Italie et on va conquérir toutes ces richesses, ou alors, en tout cas, s'établir durablement pour y avoir une influence sur le pape, qui reste quand même une puissance spirituelle et politique majeure à l'époque. Puis, évidemment, il y a la figure de Charles Quint qui va s'imposer comme l'homme le plus puissant d'Occident et qui va lui aussi vouloir contrôler l'Italie, puisqu'il a déjà mis la main sur le royaume de Naples, donc sur la botte italienne, et il est également l'Autriche, l'Allemagne, c'est l'Empire, donc c'est la bordure nord de l'Italie, et donc il veut aussi consolider son avantage sur le duché de Milan, et donc prendre en étau finalement le pape, qui va se sentir complètement coincé au milieu, et du coup va faire appel à la France pour le soutenir et le défendre. Mais oui, tout il y a un jeu tordu, parce que tantôt Exactement. ils s'allient entre eux. Et c'est tout le défaut et c'est tout le drame de Clément VII, qui va justement alterner avec une alliance avec François Ier, et puis tout d'un coup il va finalement lâcher quand il se sent lui aussi menacé par les Français, il va aller du côté de l'empereur, mais Charles Quint ne supporte pas ces va-et-vient et ce changement de pied permanent, et il va lâcher, d'une certaine façon en tout cas il va laisser faire le sac de Rome avec toutes les armées du connétable de Bourbon, et d'ailleurs c'est une figure passionnante de l'époque qui justement lui aussi fait volte-face et a trahi le roi de France. Connétable de Bourbon, oui. Famille, exactement. Vous êtes partout dans cette histoire. On est un peu cerné. Donc lui, évidemment, il est présent dans cette histoire. Et puis, il est aussi une sorte d'alter ego de Pierluigi Farnèse, qui va aussi trahir le camp de l'Église et pactiser avec le camp impérial. Alors là, on ne sait pas très bien, historiographiquement parlant, si Alexandre Farnèse n'était pas un peu d'accord avec le fait que son fils pactise avec l'ennemi. En sous-main, parce que c'était aussi une façon de préserver le palais Farnèse, puisqu'à l'époque, en 1527, ce déferlement des Lansquenets sur la capitale de Rome a été un véritable carnage, un massacre humain, plusieurs dizaines de milliers de morts. À l'époque, c'est phénoménal. Et aussi d'églises pillées, de reliques profanées, de prêtres égorgés, de religieuses violées. Et donc, face à cela, Pierluigi va y avoir une chose en tête, c'est de protéger le palais Farnèse qui va être indemne. Et donc, ça va faire aussi soulever pas mal de critiques contre Alessandro. Et alors donc, à la fin de l'Ascension, et pour autant, il est enfin pape. Il va se faire acclamer, puisqu'on a eu justement cette épreuve du sac de Rome, et puis surtout la menace du protestantisme, puisqu'il faut réformer l'Église. L'Église est réellement en train de perdre de l'influence spirituelle sur les fidèles, et puis il y a
quand même une dégradation du niveau des clercs. Et il va falloir vraiment entreprendre une meilleure formation et puis surtout revoir le dogme, faire en sorte qu'il soit respecté. Donc Alessandro s'impose comme l'homme de la réforme. Donc habilement, il va faire passer ce message et en même temps, il est l'homme de la Renaissance et il est acclamé. Il va falloir que vous reveniez, Amélie, oui, désolé, nous raconter quand le vous troisième. Me mais non, sur mais tout c'est ça, passionnant. je ne peux plus m'arrêter. Mais déjà, on a un bel avant-goût. Et il est Donc, élu en 1534. 1534, à la fin de l'Ascension, il est enfin pape. On n'a qu'une hâte, c'est de suivre la suite de ces événements, et notamment la contre-réforme. Et la création du duché de Parme qui va avoir lieu en même temps. Bourbon-Parme. En Exactement. un mot, quand sort le 3e tome ? En un mot, pas avant 1 an et demi. Bon, et rendez-vous est pris. Exactement. Merci Amélie de Bourbon-Parme. À bientôt sur KTO Radio. Merci à vous. Merci beaucoup. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.